Bien, il semblait que tout se mettait en place. Comme tu dis, je suis fan de Sinatra depuis toujours. Pendant des décennies, Willie Nelson a gardé un secret qui le rongeait chaque jour. Lorsque Chris Christopherson est décédé, Willie n'a plus pu se taire. Il a admis que Chris n'était pas seulement son ami ou son camarade de groupe. Il était la raison pour laquelle Willie avait survécu à ses années les plus sombres. Mais il y a quelque chose d'encore plus dévastateur. Willie a attendu la mort de Chris pour enfin le dire à voix haute. Selon ses propres termes, il se détestait de ne jamais avoir dit la vérité à Chris. Ce que Willie a avoué sur ses nuits désespérées vous brisera le cœur. Certains secrets sont trop lourds à porter seul. Willie Nelson est né le 29 avril 1933 dans une petite ville du Texas appelée Abbott. Seulement environ 300 personnes y vivaient. C'était le milieu de la Grande Dépression, la pire crise économique de l'histoire américaine. Une personne sur 4 n'avait pas d'emploi. Et au cœur de cette lutte, la mère de Willie est partie. Il n'avait que 6 mois lorsqu'elle est partie chercher du travail et n'est jamais revenue. Pas une seule fois. Peu après, son père est parti aussi. Willie et sa sœur Bobby ont été laissés derrière, abandonnés avec seulement leurs grands-parents pour s'occuper d'eux. Ils ont emménagé avec leur grand-mère Nancy et leur grand-père Alfred. Nancy enseignait le piano. Alfred travaillait comme forgeron. La famille n'avait presque rien. Les hivers étaient si froids qu'ils collaient des journaux au mur de leur maison juste pour se protéger du vent glacial. C'est ainsi que Willie a grandi dans un monde qui s'effondrait, entouré de faim et de chagrin. À l'âge de 7 ans, Willie ramassait du coton sous la chaleur du Texas après l'école juste pour aider à acheter de la nourriture. La même année, il a failli mourir. Il a attrapé une pneumonie en 1940, une maladie qui tuait des enfants partout. La médecine n'était pas bonne à cette époque et des milliers d'enfants mouraient chaque année. Willie a eu la chance de survivre. Cette maladie a failli l'emporter, mais elle a aussi laissé quelque chose en lui, une force qui le soutiendrait dans les moments les plus difficiles de sa vie. Quand il avait 6 ans, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Son grand-père lui a offert une guitare. Ce n'était pas une guitare de luxe, juste une guitare bon marché qu'il pouvait à peine se permettre. Mais au moment où Willie l'a touchée, quelque chose a fait tilt. À 7 ans, il écrivait déjà des chansons. Sa première chanson était probablement un petit air gospel, quelque chose de simple, pas le joli papier qui est venu beaucoup plus tard en 1963. Mais même enfant, la musique lui donnait un moyen de survivre. À 10 ans, il jouait déjà dans les bars locaux. Il gagnait plus d'argent que la plupart des adultes qui ramassaient du coton. Ce petit garçon en salopette poussiéreuse était devenu un prodige musical, mais son monde à la maison n'était pas libre. Sa grand-mère était profondément religieuse. Elle allait à l'église méthodiste qui se trouvait à Abbott depuis 1899. Elle n'autorisait pas la danse. Elle pensait que c'était un péché. Chaque dimanche, Willie chantait dans la chorale, se faisant passer pour le garçon d'église parfait. Mais en secret, il buvait de la bière et fumait des cigarettes. Il était terrifié, pensant qu'il irait en enfer. Et pendant que sa grand-mère priait, il écoutait Bob Wills et ses Texas Playboys à la radio. Une musique qu'elle aurait qualifiée d'œuvre du diable. Des années plus tard, par un étrange hasard, Willie a acheté cette même église pour éviter qu'elle ne soit fermée. Puis vint un chagrin qu'il n'oublia jamais. En 1939, alors que Willie n'avait que 6 ans, son grand-père Alfred est décédé d'une pneumonie. L'homme qui l'avait élevé lui avait appris la guitare et l'avait aimé comme un père était soudainement parti. Willie a dit que c'était comme perdre son fils. Après cela, la vie est devenue encore plus difficile. Il devait traire les vaches tous les matins avant l'école et travailler de longues heures juste pour continuer. Cette perte a allumé un feu en lui. Il est devenu plus têtu, plus indépendant. Il a commencé à vivre selon ses propres règles. C'est là que l'esprit hors la loi a commencé. En 1950, alors que Willie avait 17 ans, il s'est enrôlé dans l'US Air Force juste après avoir terminé ses études secondaires.
Il voulait servir son pays, mais après seulement 9 mois, son dos a lâché. Il s'est blessé en soulevant de l'équipement lourd. La blessure était si grave qu'ils ont dû le renvoyer. Soudain, son rêve d'une vie militaire était terminé. Sans argent et sans direction, il s'est tourné vers la musique. En 1956, il a déménagé à Vancouver, dans l'État de Washington, et a trouvé un emploi de DJ à la radio Cavan. Là, il a enregistré son premier single intitulé No Place for Me. Il a ajouté une chanson appelée Lumberjack de l'autre côté. Il a même créé son propre label Willie Nelson Records et a vendu les disques lui-même avec des photos autographiées pour $1. Star Records ne voulait pas le sortir. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il a vendu 3000 exemplaires simplement en parlant aux gens lors de son émission de radio. Même avec ce petit succès, l'argent était rare. Il travaillait tard le soir, faisait la vaisselle et a même essayé de participer à une émission appelée Ozark Jubilee, mais a été refusé. Finalement, il a abandonné et est retourné au Texas. Là, il a vendu des Bibles et des aspirateurs juste pour nourrir sa famille. Il a même travaillé comme directeur des ventes pour Encyclopædia Americana. La vie était brutale, mais toute cette douleur est apparue plus tard dans ses chansons. À Fort Worth, il a commencé à jouer dans des bars honky-tonk sauvages. Ces endroits étaient bruyants et violents. Des bagarres éclataient tous les soirs. Willie avait besoin de protection pour survivre. Il a donc engagé Paul English pour jouer de la batterie et surveiller ses arrières. Paul avait l'air effrayant, avec une barbiche diabolique et l'habitude de porter des armes. Ensemble, ils se sont assurés que personne ne les embêtait. Willie s'est même battu lui-même lorsque des inconnus ivres ont essayé de contrôler sa musique. Mais ces nuits difficiles lui ont appris à contrôler une foule et à survivre dans l'industrie de la musique. Puis vint un moment qui lui brisa le cœur mais changea son chemin. En 1959, il était fauché et risquait l'expulsion. Il a donc vendu une chanson qu'il avait écrite intitulée Family Bible pour seulement $50. Cette même chanson est devenue un énorme succès pour un autre artiste. À peu près à la même époque, il a également vendu Nightlife pour $150. Les deux chansons ont rapporté beaucoup d'argent, mais pas pour lui. Il a appris une dure vérité. Possédez toujours vos chansons. Cette leçon l'aiderait à accumuler de la richesse plus tard. En 1960, il a déménagé à Nashville. Il avait près de 30 ans, avait froid, était fauché et dormait dans sa voiture. Une nuit enneigée, il était si bas qu'il s'est allongé dans la neige et a attendu de mourir. Un ami l'a trouvé juste à temps. Puis, un homme nommé Arlen Howard et Anton ont entendu sa musique au Tootsie's Orchid Lounge. Il a convaincu une société appelée Pamper Music d'embaucher Willie pour $50 par semaine. Ce petit chèque de paie lui a sauvé la vie. En 1961, il a écrit Crazy pour Patsy Cline. Son mari jouait les chansons de Willie sans arrêt et elle détestait ça jusqu'à ce qu'elle écoute enfin Crazy. La chanson est devenue son plus grand succès et une sensation croisée. Mais Willie n'a presque pas gagné d'argent. Les labels discographiques ont pris la plus grande partie. Cette trahison lui a fait détester le système de Nashville. Il a commencé à s'en éloigner. En 1962, il a sorti son premier album, And Then I Wrote. Il contenait de grandes chansons comme Crazy et Funny How Time Slips Away. Mais l'album ne s'est pas vendu. Les gens adoraient les Mossa, les Chetodre chansons, mais pas quand Willie les chantait. Il a dû retourner vendre des Bibles juste pour manger. Tout le monde s'enrichissait grâce à sa musique. Il était toujours passé fauché. Il a eu une autre chance. Lorsque Liberty Records a sorti Touch Me en 1962, il a atteint la 7e place des charts country. Mais Willie ne voulait pas suivre le même son poli que tout le monde utilisait. Il voulait le contrôle. Liberty n'a pas aimé ça. Alors, ils l'ont laissé tomber. Même avec le succès des charts, il s'est retrouvé sans rien. En 1963, il a rejoint le groupe de Ray Price en tant que bassiste. Même s'il ne savait pas vraiment jouer de la basse, cela lui a donné la chance de faire une tournée et d'apprendre la scène multiscène.
Mais pendant cette période, il a beaucoup bu. Une nuit, il a eu un grave accident de voiture. Il a failli mourir. Il a commencé à réaliser qu'il devait affronter ses démons, même si cela prendrait des années. Willie Nelson n'était pas censé devenir une star de cinéma. Mais en 1969, tout a changé lorsqu'il est apparu aux côtés de Robert Redford dans Le Cavalier électrique. Personne ne s'attendait à ce que le chanteur country discret brille à l'écran. Pourtant, il a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Il n'a pas suivi le scénario. Il a inventé ses répliques en étant défoncé à la marijuana. Et d'une manière ou d'une autre, ça a marché. Le film de 12 millions de dollars est devenu un succès. Et Willie n'a même pas fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Il a juste agi comme lui-même, sauvage et imprévisible. C'est à ce moment-là qu'il a montré au monde qu'il était plus qu'une simple voix avec une guitare. Mais le chemin vers ce moment avait commencé des années plus tôt, après son rejet déchirant à Nashville. En 1972, RCA Records l'a laissé partir. Personne ne voulait de son son, alors Willie est parti. Il s'est retourné au Texas et c'est là que tout a commencé à changer. Il a trouvé une scène musicale étrange à Austin remplie de hippies, de cheveux longs et d'esprits ouverts. Il y avait une petite salle appelée Armadillo World Headquarters, où les cow-boys et les hors-la-loi se mélangeaient aux teintures tie-dye et aux signes de paix. Et Willie s'intégrait parfaitement. Au début de 1973, il était assis dans la salle de bain d'un hôtel new-yorkais, a pris une boîte de serviettes hygiéniques et a griffonné les paroles de Shotgun Willie. Ce moment brut est devenu son nouveau départ. L'album n'a pas bien marché au niveau national, mais à Austin, il a dépassé toutes ses ventes précédentes. Il n'a atteint que la 41e place des charts, mais il a déclenché un incendie. Le mouvement Outlaw Country est né. 2 ans plus tard, en 1975, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Avec seulement 4 000 $ et un contrôle créatif total, il a enregistré Red-Headed Stranger dans un petit studio au Texas. Le label a détesté ça. Ils ont dit que ça sonnait comme des démos, mais Willie a refusé de changer quoi que ce soit. L'album est sorti tel qu'il l'avait fait. Il est devenu multiplatine. Sa reprise de Blue Eyes Crying in the Rain est devenue son premier hit numéro 1. Il n'avait pas eu de top 10 depuis 13 ans. Cette chanson lui a valu son premier Grammy. Il a prouvé que la musique brute et honnête pouvait battre la machine polie de Nashville. Mais le succès est venu. Avec des ombres. En 1976, il a rejoint Waylon Jennings sur un album appelé Wanted, The Outlaws. C'était un mélange de vieilles chansons et de quelques nouvelles. Personne ne pensait que cela importerait, mais c'est devenu le premier album country à se vendre à 1 million d'exemplaires. Cela a choqué tout le monde. Il a atteint la 10e place des charts pop. Soudain, Nashville a dû prendre les Outlaws au sérieux. L'année suivante, en 1977, l'image de hors-la-loi de Willie a pris une tournure étrange. Il a été arrêté aux Bahamas. Les douaniers ont trouvé de la marijuana dans son jean. Il est allé en prison. Son ami, Hank Cochran, lui a apporté de la bière dans la cellule. Willie a célébré sa libération en sautant en l'air et a atterri aux urgences. Le juge a abandonné les charges, mais l'a banni des Bahamas pour toujours. Cette interdiction n'a toujours pas été levée. En 1981, alors qu'il nageait à Hawaï, Willie a ressenti une vive douleur dans la poitrine. Son poumon s'était affaissé. Les médecins ont dit que c'était à cause de sa consommation de 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour. Il a dû annuler 18 concerts, perdant près de 900 000 $. Après cela, il a arrêté de fumer du tabac, mais a continué à consommer de la marijuana. Des années plus tard, il est passé au vaporisateur pour sauver ce qui restait de ses poumons. En 1984, il a été invité à l'émission spéciale de Noël de Johnny Cash en Suisse. Après le tournage, il s'est assis avec Johnny, Waylon et Christopherson. Ils ont commencé à jouer des chansons. Au moment où ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux, ils avaient décidé de former un groupe. Ils se sont appelés les Highwaymen.
En 1945, leur album Highwayman est sorti. Il est devenu platine. C'était un groupe de rêve, de légende qui se sentait exclu de la radio moderne. Mais tout le monde n'aimait pas leur nom. En 1950, un groupe folk des années 1960 appelé The Highwaymen les a poursuivis en justice. L'un de leurs membres était devenu juge fédéral, mais le procès a échoué. Les légendes de la country ont conservé leur nom et ont terminé leur tournée. La même année, le monde de Willie s'est effondré. L'IRS a déclaré qu'il devait 32 millions de dollars d'arriérés d'impôts. C'était l'une des pires catastrophes financières de l'histoire de la musique. Son cabinet comptable, Price Waterhouse, avait placé son argent dans des abris fiscaux illégaux. L'IRS a pris son ranch, son studio, son piano et ses disques d'or. Sa fille a caché sa guitare Trigger à Hawaï pour qu'il ne la prenne pas non plus. Des amis ont dû racheter ses biens lors de ventes aux enchères et les lui louer. Il était sans abri, fauché et humilié. Pour payer la dette, Willie a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. Il a fait un album appelé The IRS Tapes, Who'll Buy My Memories. Il n'y y avait que lui et sa guitare. Chaque exemplaire vendu envoyait de l'argent directement à l'IRS. Cela n'a pas effacé toute la dette, mais cela a aidé et cela a marqué l'histoire. Ce n'était pas sa seule bataille publique. En 1994, la police l'a trouvé endormi dans sa Mercedes sur une autoroute du Texas. Dans le cendrier, il y avait un joint de marijuana. Il a de nouveau été arrêté, mais au lieu de le cacher, Willie a commencé à se prononcer en faveur de la réforme de la marijuana. Il a transformé son arrestation en un message. Alors que sa vie publique partait à volo, une douleur personnelle a frappé encore plus fort. Le jour de Noël, 1991, son fils Billy est mort par suicide. Billy n'avait que 33 ans. Il avait acheté de nouveaux vêtements et s'était fait couper les cheveux la veille. Il luttait contre la dépression. Willie était en tournée et faisait face au cauchemar de l'IRS en même temps. La perte a failli le briser. Il a dit que c'était un des jours les plus sombres. Sa vie de famille avait déjà été déchirée. Sa troisième épouse, Connie, a découvert qu'il avait eu un enfant avec une autre femme après avoir trouvé une facture d'hôpital. Ils ont divorcé en 1988. En 1991, il a épousé Annie D'Angelo, sa quatrième épouse. Willie a admis plus tard qu'il avait le don de compliquer les choses. Même son travail caritatif n'a pas échappé à la controverse. Il avait lancé Farm Aid en 1945 pour aider les familles d'agriculteurs. Ils ont recueilli 12 millions de dollars en 3 ans. Mais pendant sa crise fiscale, les gens l'ont accusé d'utiliser la charité pour obtenir des allégements fiscaux. Willie a continué à se produire, mais en 1985, il a admis que la majeure partie de l'argent était versée aux agriculteurs qui perdaient déjà leurs terres. Le système était brisé et il ne pouvait pas le réparer. Pourtant, il n'a jamais cessé de faire de la musique. À 65 ans, il a sorti un album qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait fait auparavant. Il s'appelait Teatro et s'est sorti le 1er septembre 1998. Il ne l'a pas enregistré dans un studio comme la plupart des artistes. Il l'a enregistré à l'intérieur d'un vieux cinéma à Oxnard, en Californie. Ce choix étrange a donné à l'album une sensation envoûtante. Le son était dépouillé, mais plein de batterie et d'atmosphère. Emmylou Harris chantait en arrière-plan et le tout était rêveur et brut. Willie est même revenu à des chansons qu'il avait écrites dans les années 1960 comme Darkness on the Face of the Earth et My Own Peculiar Way et leur a donné une nouvelle vie. Un cinéaste nommé Wim Wenders a pensé que les sessions étaient si uniques qu'il en a fait un documentaire. L'album n'a remporté aucun Grammy à sa sortie, mais il a montré quelque chose d'encore plus puissant. Il a montré que Willie n'avait pas peur, ni de vieillir, ni de changer, ni de briser toutes les règles de la musique country. Lorsque Teatro a été réédité en 2017 avec 7 nouvelles chansons, les gens ont réalisé à quel point il avait résisté à l'épreuve du temps. Puis c'est venu quelque chose d'encore plus choquant en 2008.
Le 14 juin, les fans ont été stupéfaits lorsque Willie Nelson, maintenant âgé de 75 ans, est apparu sur une chanson avec Snoop Dogg. Le morceau s'appelait My Medicine et c'était un mélange de country et de rap. Il a été produit par Everlast et le clip est rapidement devenu viral. Voir l'étranger aux cheveux roux rapper aux côtés d'une icône de la côte ouest était plus que surprenant. Cela a fait parler les gens. Certains fans de country plus âgés étaient furieux. Ils ne voulaient pas que leur héros propre se mélange avec quelqu'un de célèbre pour ses paroles explicites, mais les fans plus jeunes ont adoré. La collaboration a atteint la 39e place des charts néerlandais et a prouvé une chose clairement. Willie ne se souciait pas de rester à l'intérieur de la boîte. Il se souciait de rester réel. Et cette initiative a montré comment le hip-hop et la country pouvaient se chevaucher lorsque le message était suffisamment fort. En 2015, quelque chose s'est produit qui aurait dû être un moment de pure célébration. Willie Nelson a reçu le prix Gershwin de la Bibliothèque du Congrès. Il avait 82 ans et se produisait toujours devant une salle comble à Washington, D.C. chantant « On the Road Again ». Mais pendant ce moment de fierté, des nouvelles ont éclaté sur quelque chose de profondément personnel. Willie avait subi une chirurgie expérimentale sur des cellules souches quelques semaines plus tôt. Ses poumons étaient gravement endommagés. Il souffrait d'emphysème, avait fumé des cigarettes pendant des années et avait combattu la pneumonie à plusieurs reprises. Il a déclaré au Washington Post que ses poumons étaient vraiment foutus. Les médecins ont prélevé des cellules souches de son propre corps et les ont injectées dans ses poumons, dans l'espoir de régénérer des tissus sains. Il a dû annuler certains concerts pour se remettre et les incisions à l'estomac ont rendu difficile le transport de sa guitare, mais il est revenu sur scène en quelques semaines. Ce n'était pas seulement du courage, c'était de la défiance. À un âge où la plupart des gens des États-Unis arrêtent en tout, Willie a continué à chanter et le monde a continué à écouter. En 2020, Willie avait reçu 52 nominations aux Grammy Awards depuis 1975. Cela a fait de lui l'un des artistes les plus nommés de l'histoire des Grammy Awards. En 2020, il a remporté son 10e Grammy pour Ride Me Back Home dans la catégorie de la meilleure performance solo country. En 2018, il a remporté le prix du meilleur album country pour My Way. Et en 2016, il a remporté le prix du meilleur album vocal pop traditionnel pour Summertime. Willie Nelson chante Gershwin. En 2007, il a également remporté le prix de la meilleure collaboration country pour Lost Highway. Il était maintenant classé 14e sur la liste des artistes ayant le plus de nominations aux Grammy Awards derrière des légendes comme Quincy Jones, Paul McCartney et Jay-Z. Mais ce qui a rendu cela encore plus puissant, c'est la façon dont il a remporté ses prix à la fin de ses 70 ans et dans ses 80 ans. Il n'a pas seulement continué, il a continué à grandir. Il a essayé le jazz, les standards de la pop, les duos country et même le rap. Il ne s'est jamais enfermé dans un seul son. C'est pourquoi son histoire n'est pas seulement une histoire de musique country, c'est une histoire d'art audacieux. Dans ce temps, Willie Nelson était déjà une légende lorsqu'il a rencontré Annie D'Angelo. Mais au fond de lui, il s'effondrait. Sa consommation d'alcool était devenue dangereuse. Il se détruisait lentement, même si le monde voyait encore une star country souriante. En 1991, lorsqu'il a épousé Annie, tout a commencé à changer. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle est devenue la seule personne qui pouvait le sauver de lui-même. Annie l'avait rencontré des années plus tôt, sur un plateau de tournage, alors qu'elle travaillait comme maquilleuse. Au moment de leur mariage, elle savait exactement quel genre de douleur il portait et à quel point il était prêt de tout perdre. Elle lui a dit directement « plus d'alcool, plus d'excuses ». Dans une interview en 2024, elle a répété la règle familiale qu'elle avait établie pour lui. « Ne sois pas un connard, ne sois pas un putain de connard ». Willie a écouté. Il a arrêté de boire et de fumer et s'est tourné vers le cannabis à la place. Il a dit que ça l'aidait à se sentir à nouveau vivant. Et pour la première fois depuis des années, il avait vraiment hâte de se produire.
Ils ont élevé 2 fils ensemble, Lucas et Micah, qui sont également devenus musiciens. Aujourd'hui, ils partent en tournée avec leur père, faisant avancer la musique. En 2022, quelque chose de terrifiant s'est produit. Willie avait 89 ans lorsqu'il a attrapé la COVID-19 et cela l'a frappé de plein fouet. Il a commencé à avoir du mal à respirer dans son bus de tournée à Nashville. Annie n'a pas paniqué. Elle a transformé leur ranch du Texas en un véritable hôpital d'urgence. Elle lui a donné des traitements de nébuliseurs, du Paxlovid, des anticorps monoclonaux et des stéroïdes. À un moment donné, elle a pensé qu'il n'y arriverait pas. Willie a déclaré plus tard que c'était dur et que la COVID n'était pas une blague. Il a également admis que cela avait eu des répercussions sur sa santé mentale. Pendant la pandémie, il a perdu beaucoup de ses plus vieux amis, dont Merle Haggard, dont les poumons étaient endommagés par des années de tabagisme. Personne ne s'attendait à ce qu'il survive. Mais à peine 3 semaines plus tard, il était remonté sur scène. Tout le monde était choqué, mais il n'avait pas encore terminé. En 2024, une autre frayeur a secoué ses fans. À 91 ans, Willie a dû annuler 7 spectacles de la tournée Outlaw Music Festival. Les gens craignaient le pire. Des rumeurs se sont rapidement répandues en ligne avec de fausses photos le montrant dans un lit d'hôpital. L'une d'elles affirmait même que son fils Lucas avait dit qu'il était dans un état grave. Mais ce n'était pas vrai. Il était juste fatigué. Les tournées non-stop l'avaient épuisé et son emphysème se manifestait. Pourtant, dans le style typique de Willie, il s'est remis sur pied en quelques jours et s'est produit lors de son pique-nique du 4 juillet dans le New Jersey. Lorsqu'on lui a posé la question, il a simplement répondu « J'ai 91 ans et plus. Je n'ai mal nulle part. Je ne me sens pas mal. Je ne m'inquiète pas de mourir. » Dans les années 1960, bien avant tout cela, Willie avait rencontré un autre homme qui allait changer sa vie, Kris Kristofferson. Ils étaient tous les deux des marginaux à Nashville, essayant de percer avec des chansons qui ne ressemblaient pas à celles des autres. Kris avait été boursier Rhodes et capitaine de l'armée avant de tout abandonner pour la musique. Willie a vu quelque chose de rare en lui. En 1971, Willie a chanté « Me and Bobby McGee », l'une des chansons de Kris. Ce moment a contribué à façonner le mouvement de la country outlaw. Des années plus tard, en 1969, Willie a sorti un album presque entièrement composé de chansons de Kristofferson. Il a toujours dit que Kris lui avait donné le courage d'être différent. En 1944, ils ont fait un film ensemble intitulé « Songwriter ». Ils ont joué des versions d'eux-mêmes, 2 légendes se battant contre l'industrie de la musique. Sur le plateau, ils ont improvisé de nombreuses scènes, parfois sous l'influence de la drogue, se nourrissant simplement de l'énergie l'un de l'autre. Le film reflétait la douleur réelle qu'ils avaient tous deux vécue. Willie avait autrefois vendu sa chanson « Nightlife » pour seulement 150 $. Cette chanson s'est vendue plus tard à plus de 30 millions d'exemplaires et a été enregistrée par plus de 70 artistes. Le film racontait des histoires comme celle-ci. Kris a même été nominé pour un Oscar pour la musique qu'il a écrite pour le film. Puis est venu Farm Aid. En 1985, le premier concert a attiré 80 000 personnes. Willie et Kris se sont tenus côte à côte sur cette scène. Kris a chanté « They Killed Him », une chanson pour les héros comme Gandhi et Martin Luther King Jr. Au fil des ans, ils ont partagé de nombreuses scènes de Farm Aid, mais ils n'étaient pas toujours d'accord. Kris penchait à gauche. Willie penchait vers le libertarianisme. Ils se disputaient beaucoup, mais leur amitié est restée forte parce qu'ils se respectaient profondément. En 2024. Car, après le décès de Kris, Willie a chanté « Help Me Make It Through the Night » en son honneur. Cela a laissé toute la foule en larmes. Kris avait traversé l'enfer à partir de 2009. Il a commencé à perdre sa mémoire à un point tel qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il faisait d'un moment à l'autre. Les médecins pensaient que c'était la démence ou des dommages causés par la boxe. Pendant des années, il a disparu des projecteurs, puis
Au début de 2016, quelqu'un l'a finalement testé pour la maladie de Lyme. C'était la véritable cause. Avec le bon traitement, il a commencé à aller mieux en seulement 3 semaines. Willie est resté à ses côtés tout au long de cette épreuve. Il lui a rendu visite à Hawaï et n'a jamais renoncé à leur amitié, même lorsque Chris ne se souvenait plus de ses propres chansons. Lorsque Chris Christopherson est décédé le 28 septembre 2024, cela a brisé quelque chose à l'intérieur de Willie. Quelques semaines plus tard, lors d'une interview discrète avec l'Associated Press, il a finalement dit ce qu'il avait toujours ressenti. Chris était le plus grand auteur-compositeur vivant. Il l'a dit même si Chris était déjà parti. Peut-être souhaitait-il l'avoir dit plus tôt. Il a dit au monde que Chris avait laissé derrière lui tellement de chansons que les gens continueraient à chanter pendant des années. Les mots semblaient lourds de regrets. Après 6 décennies dans la musique, Willie avait encore des choses qu'il aurait aimé dire à voix haute. La douleur de Willie ne s'est pas arrêtée là. Dans cette même interview, il a laissé le monde voir à quel point il se sentait brisé. Il a dit « J'ai détesté le perdre ». C'était une période triste. Il ne s'agissait peut-être que de quelques mots, mais pour les fans qui l'avaient vu survivre à tout, ces mots ont frappé fort. Il avait déjà enterré 2 autres Highwaymen, Waylon Jennings en 2002 et Johnny Cash en 2003. Maintenant, il était le dernier debout. Le supergroupe qu'ils ont créé en 1985 avait dominé la musique country pendant une décennie. Leur premier album avait même atteint la première place. Mais maintenant, Willie était seul. Son chagrin était plus profond que quiconque ne le réalisait. Ce n'était pas seulement la perte d'un ami, c'était le poids d'être le dernier survivant. Plus tard cette année-là, dans une autre interview, Willie a révélé quelque chose que personne n'attendait. Il a admis que les chansons de Chris Christopherson avaient sauvé sa carrière pendant ses pires moments. Il ne l'avait jamais dit avant la mort de Chris. Il a mentionné Sunday Morning Coming Down, la chanson qui a remporté un Grammy après que Johnny Cash l'ait enregistrée en 1970. Cette chanson, a dit Willie, l'a sorti des ténèbres plus d'une fois. Les mots de Christopherson avaient été sa bouée de sauvetage. Il a également parlé de Me and Bobby McGee, For the Good Times et Help Me Make It Through the Night. Toutes ces chansons ont donné à Willie quelque chose à quoi s'accrocher lorsqu'il se sentait perdu. Il a dit que la musique de Chris avait sorti la country de l'âge sombre. Ce n'était pas seulement de l'inspiration, c'était de la survie.